messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'Histoire, notre rendez-vous bimensuel sur Télésud, au cours duquel nous faisons revivre les figures qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, simplement pour les faire revivre, parce que, vous imaginez, il est impossible, qui plus est à la télévision, d'épuiser les sujets que nous abordons ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure grande aussi par l'impact qu'elle a eu dans l'histoire de son pays. Il s'agit de Ruben Umniobe. Il y a quelques jours encore, c'était l'anniversaire de sa mort. Le 13 septembre 1958, Umniobe est tué dans la localité près de là où il est né par l'armée française. C'est de lui qu'on va parler ce soir avec des invités triés sur le volet parce que pour certains, certains arrivent de cette région-là ou tout près, d'autres encore d'un autre front du maquis camerounais qu'on connaît. L'un de nos invités aujourd'hui va peut-être surprendre les Camerounais, mais il est de mise parce que dans cette UPC, dans ce combat mené par Umniobe, il y avait une dimension internationale, souvent peu abordée ou pas. C'était, est-ce que le nationalisme camerounais se nourrissait de lui-même tout seul, ou alors il avait un réseau interafricain? Notre invité, l'historien qui va nous cadrer sur cette problématique, qui nous vient de la Guinée, qui était un pays central dans le réseau, dans le militantisme, la Guinée de Sékou Touré, bien entendu. Donc ce soir, nous allons parler de la doctrine de Ruben Umniobe, comment il s'est formé, comment il a formé son idéologie politique, son intelligence, son enfance, tout simplement. Et puis aussi, nous allons parler de ce panafricanisme qui existait déjà dans ces nationalismes-là. C'est le sujet de ce soir. Je vais vous présenter tout de suite notre invité du jour, celui qui a choisi, parce que c'est le principe de cette émission, de parler de Umniobe ce soir. Jean-Claude Nion, bonsoir. Bonsoir, et avec moi j'apporte les salutations de la principauté de Sarbaïmi ainsi que du petit village qu'on appelle Itatmbaye, bien sûr, Toulouse aussi, la ville rose. D'accord. Pourquoi vous avez choisi Umniobe ce soir? Pour toutes les raisons qui ont été passées en revue là, pour toutes ces raisons que vous avez évoquées. C'est un grand monsieur. Un grand, on le voit sur tous les angles aujourd'hui. Quand aujourd'hui quelqu'un se lève, il y a une certaine culture qui s'est faite, la culture de cette oralité qui a fait que, un peu comme, je pense que c'était même pour ça, pour préserver ce nom, pour le garder à jamais, au moins chaque famille a donné son nom, le nom de Umniobe, à un enfant. Et c'est ainsi que, des uns aux autres, on s'est raconté cette histoire, on en raconte 1000, et à la fin, l'historien qui arrive choisit, chacun choisit sa piste et dresse son histoire. Mais l'oralité ici est en train de sauver l'histoire, à sauver ce, je l'appelle, patrimoine mondial. Tout de suite, je vais proposer aux téléspectateurs de faire un petit peu plus ample connaissance avec vous à travers une série d'exercices photographiques qui nous permettent de savoir un peu qui vous êtes. Découvrons notre invité. Jingle. Alors, Jean-Claude Nion, je vous ai demandé 5 photos qui parleraient de vous. La première photo, vous avez choisi vous-même, derrière ce qui ressemble à un appareil photo, quelque chose comme ça? Derrière ce petit outil, c'est pour dire aux uns et aux autres que nous venons de loin. Et pour ceux qui viennent de loin, ils ne viennent pas se reposer, ils ne viennent pas dormir. Ils ont besoin de chercher. Ils se disent qu'un jour, ils repartiront chez eux. Ils voudront apporter des choses. Ils voudront dire aux leurs ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils ont vu. Alors, j'ai entrepris ici en France, en Europe, de chercher, non pas comme un historien, mais cette histoire du principe de l'immédiat. Donc, un peu dans le journalisme, on peut le dire comme ça, une carte de presse cachée quelque part, je ne sais pas où, mais c'est pour cette raison que... Alors, la deuxième photo est censée évoquer votre famille, les choses sont très claires, on voit les petits? Oui, cette famille-là, ces jeunes, ce sont, je les appelle parfois, souvent même, je les appelle les princes de Sarbaïmi. Ils n'ont peut-être pas la couleur que l'on peut dire locale là-bas, mais c'est par eux que tout est arrivé. Ils naissent, et dès que le premier vous dit « Papa, est-ce que ?» on se dit « Ah, c'est grave. » Si je ne réponds pas,
je ne pourrai plus ensuite. Alors, il faut commencer à lui dire quelque chose. Et il faut commencer à aller chercher soi-même ce qu'il faut lui dire. On ne peut pas dire à son enfant qu'on ne sait pas. Papa, est-ce que non, je ne sais pas. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas et puis on est dépassé. Comme ces enfants me demandaient comment est-ce que ça se fait là-bas, comment ça s'est passé, je suis entré, je me suis mis à chercher. Raison d'ailleurs pour laquelle, au-dessus de cela, j'ai créé une association qui s'appelle SONTA, Terre de nos ancêtres, qui est aujourd'hui un partenaire de la Fédération française de l'UNESCO, parce que les enfants en voulaient à l'école, parce que les enfants voulaient savoir comment on vit en Afrique, parce que les enfants voulaient connaître cette histoire et que mes enfants qui les avaient, ces histoires, allaient les leur raconter. Alors les directrices ont dit, venez nous montrer aussi, on en a besoin. On va aller la plus raison vite. d'exister de La troisième photo, c'est un hommage. Un hommage, là, je vais avoir vraiment un trémolo sincère dans la voix. Jean-Emmanuel Kamchouin nous a quittés et le 24, c'est-à-dire après-demain, il part dans son pays natal, le Cameroun. Jean-Emmanuel Kamchouin, il est resté très longtemps le président d'une association toulousaine que l'on appelle la MAT, la Maison de l'Afrique. Il aimait à dire que la MAT n'est pas la maison des Africains, mais la maison où les Africains et tous les autres devaient venir chercher de l'information. Jean-Emmanuel Kamchouin est l'un des pionniers de ce qui est devenu aujourd'hui une loi, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Tout est parti de Toulouse, où notre ministre actuel, garde des Sceaux, est venu rencontrer Jean-Emmanuel Kamchouin. Au départ de cette marche, ils ont discuté, ils sont arrivés aujourd'hui à cette commémoration. Ils avaient déjà la stèle à Toulouse avant que l'on ne parle de toutes ces choses. Toulouse a été bien en avance. Une image, Sakbayémé, l'entrée de Sakbayémé, vous en parlez beaucoup. C'est votre village ? L'entrée de Sarbayémi, on ne peut pas parler de Oumniobé, on ne peut pas parler de cette période sans parler de Sarbayémi. Sarbayémi, c'est quoi? Une colline, c'est vrai, un très beau fleuve qui passe, on l'appelle le grand fleuve Sanaga, mais surtout un hôpital. Un hôpital planté là par les Américains, peut-être comme pour dire que nous voudrons avoir ici des estropiés, tous ces gens qui venaient de partout, blessés par la guerre. Là, on les soignait. On dit qu'à Sarbayémi, on entre soit les jambes devant, soit alors la tête, ou alors on sort de cette manière, pour dire on entre, on sort, on est mort ou on est toujours vivant. Le lion. Le lion. Derrière ce lion, il y a un dragon. Deux forces certainement qui se cherchent aujourd'hui. Le dragon semble avoir pris les devants, le dragon de l'autre d'Asie, mais le lion très africain, indomptable. Oh, on ne peut pas dire camerounais sans dire lion indomptable. Je vous salue les lions. Il nous attend notre lion derrière, mais je vous ai demandé un masque pour voir votre sensibilité par rapport au continent. Vous avez choisi ce masque-là que nous avons choisi de montrer de temps en temps au cours de cette émission. C'est un masque qui veut dire quoi ? C'est un masque de cérémonie, d'un masque que l'on ressort à presque toutes les cérémonies dans les villages bamileke. Le bamileke a gardé une tradition très forte pour son roi. Autour de son roi, tout se fait. On l'appellera le chef, mais moi je préfère dire le roi. Alors, si le masque est là, il est la représentation de ce roi. Que l'on mange, que l'on boive, que l'on se marie, partout où on a des festivités, partout où il y a des funérailles, on l'apportera, on dansera. Alors, il est là. Et les Bamileke qui vont jouer un rôle très important dans cette résistance camerounaise. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles, j'imagine, vous avez choisi ce masque-là. On va courir parce qu'on a beaucoup à faire derrière. Je vais présenter les autres invités. Archip Yepmou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et puis on a déjà parlé de Wandje précédemment. Absolument. Compagnon de lutte Oumniobé, mort en 1971, si mes souvenirs sont bons. 71 janvier. Voilà, et continuateur de la lutte, armé cette fois-ci, après Oumniobé. D'accord. Autre invité, Jacques Kourouma, vous nous venez de la Guinée, vous êtes historien, vous allez nous apporter cependant peut-être international de cette lutte. Oui, on ne peut pas parler des hommes aussi forts, aussi prégnants de l'histoire africaine sans que nous ne véhiculions l'africanité et puis surtout le panafricanisme qui manque aujourd'hui aux hommes politiques qui nous dirigent.
peut-être nous en parlerons davantage. Tout de suite, je vais vous proposer rapidement, en quelques mots, un portrait en image sur ce Oumniobé que je vous propose ensuite. Nous en discuterons tous ensemble, ici même. Image. L'image que nous voyons, la première, c'est la figure qui est restée dans les mémoires, c'est celle de Ruben Oumniobé. Il est abattu par l'armée française le 13 septembre 1958 dans la forêt où il se cachait après que les troupes coloniales françaises avaient localisé grâce à des indiscrétions de quelques ralliés. Après de longs mois de traque infernale et meurtrière contre tous ses partisans, tous tués ou capturés, les uns après les autres, son campement fut localisé par le capitaine Agostini, officier des renseignements, et par M. Conan, inspecteur de sûreté. Oumniobé est tué de façon très sanglante, criblé de plusieurs balles, traîné dans la boue, coulé dans du béton. On lui a laissé une tombe anonyme, pour paraphraser Achille Mbembe, comme si on voulait le réduire à quelque chose d'aussi banal que les gens même qui le défendaient. On l'appelait Mpodol. Mpodol en bassa, qui signifie le porte-voix, le porte-drapeau, le porte-étendard de cette résistance camerounaise. Il a utilisé de tout temps le droit et la raison comme arme politique. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il a autant déstabilisé le colon, parce qu'il était dans la marche de Gandhi, il était dans la marche des plus grands qui disaient « Je vais vous attaquer sur votre terrain, l'intelligence, le droit ». Oumniobé n'était pas seul. C'est sûr que ce sujet est inépuisable. Beaucoup a été dit sur lui. Beaucoup reste à dire. L'angle que nous prenons ici s'appesantit davantage sur sa formation idéologique et l'unité de son combat avec celui mené par d'autres nationalismes africains. Quel socle idéologique et quelle dimension panafricaine dans la démarche du Mporo, le porte-voix, l'aiguillon de l'aspiration à la liberté du Cameroun immortel. Voilà, notre débat est ouvert, chers amis. Archip Yebmou, ce Oumniobé, quelle est son enfance? Il naît dans quel environnement? Alors, il naît en 1913 à Boumniébel, pas loin de Boumniébel, dans un lieu dit qui s'appelle Eyok-Makon, tout à fait. On a recueilli des témoignages, par exemple, sur sa mère, dont on ne sait pas grand-chose. C'est seulement si qu'elle est morte en 1925, il l'a très peu connue. Il dira après, je ne me souviens même plus de son visage. Et il y a quelque chose là-dedans qui va pousser peut-être une partie de son engagement, parce que à cette époque-là, il y a la pratique du portage, c'est-à-dire que l'administration coloniale réquisitionne femmes, enfants pour porter les ballons de caoutchouc de cette région-là, de la Haute-Sanaga-Maritime, vers la ville de Douala. Donc on imagine peut-être que sa maman a péri à cause des mauvais traitements. On sait aussi que son engagement part vraiment de cette période-là. Et Oumniobé, c'est vraiment ça. C'est la personne, c'est celui qui va expliquer la violence ontologique de la domination coloniale, qui va décrypter pour les populations les moyens de sortir de cette domination, et c'est pour cette raison précise, qui va être d'abord réduit politiquement, puis traqué, puis assassiné. Justement, il est à la tête d'un mouvement. Comment on est ce mouvement, l'UPC, dans quelles conditions? Alors, au préalable, il y a l'USCC, qui est l'Union syndicale confédérée camerounaise, qui finalement naît à la suite d'une rencontre entre Oumniobé, un certain nombre de ses camarades, et un instituteur français qui s'appelle Gaston Donat Yaoundé, syndicaliste de la CGT, qui va par la suite être un peu la preuve qu'on dira, regardez, ils sont amis avec les syndicalistes de la CGT, donc ils sont communistes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, dans une réunion qu'il organise chez lui, où il y a un certain nombre de personnes, dont Oumniobé, qui ce soir-là prend vraiment et devient vraiment le leader, parce qu'il pose, des questions pertinentes, il a un calme, il a un charisme naturel qui font qu'il va être secrétaire général adjoint, mais
Mais attention, c'est vraiment lui qui dirige, parce que, tout comme avec l'UPCA, ensuite, il se fait la seconde main, parce que, un, c'est une personne humble, et deuxièmement, c'est aussi stratégique. C'est-à-dire que je ne mets pas en avant, mais c'est moi qui suis vraiment l'organisateur, le penseur politique, etc. C'était une démarche collective. Mais Voilà. pourquoi c'est sa figure qui semble aujourd'hui vouloir s'imposer au fil des âges, rester comme une icône, Jean-Claude Niou? Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'en réalité, comme le dit notre ami à droite, il va beaucoup travailler dans ces soubassements-là. Les choses vont se faire, on va avoir peut-être un président qui sera ailleurs, mais tout se fait dans cette organisation à la manière syndicale. Il est secrétaire général, c'est lui qui va tout gérer, c'est lui qui va être au centre, donc on ne peut connaître personne d'autre que celui-là. Un peu, oui, comme dans les systèmes communistes, mais on a dit au départ, il n'est pas communiste. On va parler de sa doctrine, je reviendrai à vous, Jacques Kourouma. Mais on va voir une petite vidéo d'un discours de Oumniobé, ça dure 48 secondes, c'est à l'ONU en 1955, je crois, et on verra un petit peu le style de l'homme. Regardons. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est court, c'est vif, c'est précis, c'est Oumniobé. Est-ce que vous en aviez entendu parler, Jacques Kourouma, du côté de la Guinée? Oui, en fait, Ruben Oumniobé et ses camarades de combat, notamment Félix Moumié, qui est très connu en Guinée. Il y est enterré Il y est enterré après qu'il soit décédé à Genève. Son corps a été demandé par la Guinée. Empoisonné, il faut préciser. Oui, en fait. Assassiné. Assassiné. Son corps a été demandé par la Guinée pour être enterré là-bas. Il y avait l'UPC, pour être très modeste, avait pour base arrière la Guinée. Comme la Guinée l'a été pour plusieurs mouvements de libération. Donc, Yombé, je vais faire vite, la création de l'UPC. Vous pouvez entrer dans les détails, ça nous intéresse. Le 10 avril, dans la nuit du 10 avril 1948, il se retrouve à Douala, dans un café-bar Douala Bassa, qui s'appelait chez Sierra. Tous sont des syndicalistes, et puisqu'ils sont connus par l'administration coloniale, vont adopter la stratégie d'être en arrière-plan. Donc, sur la liste des membres fondateurs de l'UPC, leur nom ne va pas apparaître. Juste à ce que l'administration coloniale, qui va mettre du temps pour agréer, pour donner l'agrément au fonctionnement de l'UPC, pour ce que ceci soit reconnu le 9 juin 1948. Juste après cette reconnaissance, il est secrétaire général adjoint. Il se présente le 17 juin à Abidjan au premier congrès du Parti de Rassemblement démocratique africain comme le représentant officiel de l'UPC, ce qui va surprendre l'administration coloniale. Parce que dès sa temps d'avance, dans ces 10 années passées dans les écoles, les structures scolaires protestantes américaines, il avait été déjà reconnu et il était surveillé. D'ailleurs, c'est ce qui fera qu'il ne va pas passer en temps normal l'examen de fin de formation de moniteur indigène. Il le passera en tant que candidat libre et il va réussir. Donc, Yubé, il avait des relations, on en parlera le long de cette émission, par le canal de la CGT qui était proche du Parti communiste français. Tous les dirigeants de l'époque du RDA avaient été taxés communistes. Est-ce que c'était un communiste? Il ne l'était pas. Qu'est-ce qu'il était? Il ne l'était pas. Prenons simplement sa trajectoire, son éducation. Yombé, son père était un grand prêtre. Il a suivi la dureté de l'éducation traditionnelle. Et ensuite, en 1920, il va à l'école protestante presbytérienne où il va être baptisé en 1921. Voilà
cet homme. Ce mélange de cet homme va faire sa propre personne, il va forger sa propre personne à partir de cette confluence, tradition et église protestante avec ses valeurs rigoureuses aussi. Oumbe va s'inspirer de ces valeurs pour étudier les conditions difficiles que l'indigénat imposait aux Camerounais. Merci Pierre. Alors, la question Oumniobé communiste, elle est excellente parce que c'est justement cette accusation qui va être sans cesse répétée contre lui. On voit même qu'après sa mort, on dit deux choses. On dit on a retrouvé sur Oumniobé une doctrine, deux doctrines. La première, c'est celle de Bolotov, qui est un secrétaire général adjoint du Parti communiste moscovite. Et plus intéressant, paradoxalement, on a retrouvé aussi sur lui des gris-gris. Alors, Oumniobé est un sorcier marxiste. Donc, alors, il y a réellement cette ambivalence chez la personne. D'un côté, vraiment un croyant animiste, parce que cette dimension-là, elle est très importante. On retrouve toujours sur lui des carnets où il consigne ses rêves, et dans ses rêves, souvent, il fait pas appel, mais il y a vraiment une dimension, je ne dirais pas métaphysique, mais une dimension, la violence politique exercée contre lui est tellement forte que à l'intérieur, vous disiez tout à l'heure que son père était un prêtre animiste, il y a vraiment en lui cette dimension où il va faire appel à quelque chose qui est absolument pas communiste, qui n'est pas marxiste, parce que les marxistes et les communistes, ils sont matérialistes. Oumniobé, il ne l'est pas du tout. Il est croyant, il croit au supérieur, il est un peu chrétien protestant. D'ailleurs, c'est aussi une explication pour savoir pourquoi est-ce que finalement l'Église catholique était contre lui. C'est qu'il était déjà à la base un protestant et donc il était soupçonné d'être contre l'Église. Toutes ces choses font dire qu'évidemment il n'était pas communiste. A-t-il utilisé les techniques organisationnelles ou s'est-il inspiré de la pensée marxiste ? C'est possible parce qu'il a commencé son combat chez les syndicalistes et justement il a compris que le combat syndical était inséparable du combat de la lutte pour l'émancipation et l'indépendance de son pays. Donc c'est cette ambivalence qui est intéressante. Jean-Claude Niaud, il baigne dans un environnement qui forme l'homme. Vous qui êtes de cette région-là, par rapport à ce qui a été dit, vous confirmez, et puis dites-nous spécifiquement la philosophie de ce peuple Bassa, qui est un peuple qui a quand même un rapport particulier à la métaphysique. Je suis étonné que l'on dise d'un côté qu'il est communiste. Il ne sait pas ce que c'est. Il est protestant, ça, il a été converti. Son père était aussi un grand prêtre, ça se sait. Maintenant, Oumniobé, communiste, ce que l'on ne peut pas dire, il n'en sait absolument rien, comme on le disait. Il est seulement une chose, c'est que l'homme Bassa, peut-être qu'il est aussi touché dans le vif de l'être. Il est dans sa région, il se dit, mais comment pourrait-il se faire que dans cette région qui est mienne, je rencontre, on l'a dit il y a un instant, des gens qui peut-être ont fait subir des sévices à ma mère, desquels elle a dû mourir. Comment pourrait-il que je continue à laisser mon peuple comme ça sous la domination de gens qui ne sont là que pour quelque autre chose? Ben, si on n'est pas communiste, alors on est capitaliste. Et que fait le capitaliste? Il prend encore. Il y a des mots qui reviennent depuis que nous parlons là. UPC, parce que ça nous paraît évident, c'est l'Union des populations du Cameroun. C'était le parti qui portait l'aspiration des Camerounais à l'indépendance, qui était un parti transethnique. Hein. C'était un parti qui fédérait toutes les régions, toutes les cultures du Cameroun. Ça, c'est le premier vocable que nous entendons depuis tout à l'heure. Mais ce combat, comment s'est-il déroulé? On a une vidéo que je vais vous proposer à l'instant qui nous relate un petit peu les grands enjeux de cette indépendance du Cameroun qui a été finalement obtenue le 1er janvier 1960. Regardons. Le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Amadou Ahidjo, le candidat adoubé par la France, s'installe au pouvoir. Officiellement, l'émancipation de la tutelle française s'est réalisée dans la douceur. Depuis plusieurs années pourtant,
Paris livre un combat sans merci aux indépendantistes qui ont refusé les compromis avec la métropole. Une lutte sanglante à l'ombre de la guerre d'Algérie qui se poursuit après l'indépendance. Le Cameroun avait d'abord été une colonie allemande. Dans la seconde moitié du 19e siècle, alors que les puissances européennes rivalisent dans le golfe de Guinée, l'Allemagne établit un protectorat sur la région en signant dès 1884 un traité avec les chefs douala de la côte. Mais en 1916, lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands sont évincés du Cameroun par la coalition franco-anglaise. La conférence de paix de Versailles entérine un partage du pays, la Société des Nations confiant le mandat sur la partie orientale à la France et celui sur la bande occidentale à l'Angleterre. Le Cameroun oriental devient l'un des joyaux de la France d'outre-mer en raison de ses richesses et du rôle du port de Douala comme débouché de l'Afrique équatoriale française. Les premières revendications pour l'indépendance s'expriment très tôt au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et l'UPC, le Parti de l'Union des populations du Cameroun, s'en fait le porte-parole. Alors que son leader Ruben Oumniobé plaide pour l'émancipation et la réunification des Camerouns britanniques et français à la tribune des Nations Unies, les autorités coloniales font tout pour réprimer ces revendications et susciter la naissance de forces concurrentes plus modérées. En 1955, des émeutes sanglantes secouent le pays. L'administration saisit l'occasion pour dissoudre l'UPC qui bascule dans la lutte armée. La répression du mouvement indépendantiste par l'armée française est féroce et fait des dizaines de milliers de victimes. Oumniobé est abattu en 1958. Parallèlement, la France met en place l'autonomie interne pour mieux contrôler le processus d'émancipation. Lorsqu'elle concède finalement l'indépendance en 1960, c'est pour signer immédiatement des accords militaires et de coopération qui lui assurent la sauvegarde de ses intérêts et de son influence sur le nouvel État indépendant. Un an plus tard, un plébiscite conduit la partie nord du Cameroun britannique à rejoindre le Nigeria et le sud à s'unir au Cameroun français de Amadou Ahidjo pour former une république fédérale. Pendant ce temps, l'UPC floué de son indépendance a repris la lutte armée dans les forêts. Mais l'insurrection est combattue par le nouveau pouvoir camerounais avec l'aide de la France, qui applique les méthodes déjà pratiquées en Indochine et en Algérie. La guerre, qui se poursuit pendant 10 ans, se termine par la mort des chefs de l'UPC et la victoire de Ahidjo, qui assoit son pouvoir dictatorial sur le Cameroun pour 2 décennies. Nous sommes au cœur du sujet. On a entendu les dates clés. 1948, 1955. Nous sommes au cœur de ce combat, au cœur de la tension entre l'UPC et l'occupation coloniale. Alors, il y a des choses intéressantes, des dates clés. Nous sommes au sortir de la guerre. Il y a le Cameroun et depuis Bismarck, comme on l'a vu dans le reportage, un concentré de ce qu'une administration coloniale organisée peut faire pour produire des richesses, sortir des matières premières. Et au Cameroun précisément, il y a 2 matières premières qui ne sont pas les moindres. En 1900, à la sortie de la guerre, une personne qui va être plus tard ministre du pétrole en France, qui s'appelle Pierre Guillaumat, est à la tête du BRP. Le BRP, c'est le bureau de recherche de pétrole. Et il y a 2 endroits où on dit il y a du pétrole, c'est le golfe de Guinée et bien sûr l'Algérie. On est en 1946. Pourquoi est-ce que l'administration coloniale finalement va concentrer ses efforts en dépit de toute finalement légalité, parce qu'il y a le régime des tutelles qui, à la sortie de la guerre, donne au Cameroun un statut particulier. C'est parce que, il y a le bureau de recherche des pétroles, à mon avis, la question des ressources. L'ancêtre de Elf et compagnie voilà. Aujourd'hui. Et deuxièmement, après le pétrole, il y a les 2 premières commodités ou matières premières les plus échangées déjà à l'époque sont le pétrole, et on a vu quelle importance stratégique avait le pétrole pendant la Deuxième Guerre mondiale, et deuxièmement, le café. Le café est une matière première déjà à l'époque très stratégique. Donc on a vraiment au Cameroun un concentré de tout cela, et il va y avoir du côté en tout cas de l'administration française une volonté de ne pas laisser un groupement d'abord des syndicalistes puis ensuite un groupement politique hostile se développer et remporter une victoire entre guillemets, l'émancipation du peuple en question. Jacques Courma, le Cameroun est avec Madagascar et l'Algérie, ces pays-là qui ont pris les armes contre le colon. Oui. Pendant longtemps en plus. Alors, il faut dire ce soir que le Cameroun n'était pas une colonie. Le Cameroun, je peux employer l'expression, le Cameroun était pupille du monde, c'est-à-dire de l'ONU.
et il a été placé sous tutelle, confié, c'est-à-dire confié à la France le temps que... D'abord sous mandat, puis sous tutelle. Voilà, sous tutelle. Sous mandat et sous tutelle. Alors, à partir de là, la France ne voulait plus lâcher le Cameroun. La France voulait faire entrer le Cameroun dans le giron de ses colonies. Et c'est ce que très tôt, Nyombe va comprendre. Et c'est ce qui fait que très tôt aussi, il va être placé sous la surveillance des agents de renseignement de l'administration coloniale. Et alors, à partir de là, puisque je reviens beaucoup, le système de l'indigénat empêchait les Camerounais de participer à la vie politique syndicale, il a fallu, l'après-deuxième guerre mondiale, pour que, sous la pression des événements, la France de Gaulle, en 1944, permette aux Camerounais de créer leur propre syndicat. Et c'est comme ça que Nyombe va venir au syndicat, où il va être très actif. Il sera le secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Il va multiplier la création de plusieurs syndicats régionaux, et il sera à la tête. Pour dire que Nyombe, si les gens disent qu'il est comme eux, je reviens, il n'est pas communiste. Pour dire qu'il n'est pas communiste, il va, lorsque la loi de fer va être promulguée, il va céder sa place à son ami Jacques Ngom, qui va être le secrétaire général de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Et lui, il va s'occuper de la partie politique parce qu'il a compris qu'il faut un épanouissement politique pour accéder à l'indépendance. Il faut dire, qu'il était dans des conditions qui pouvaient lui permettre de ne pas s'occuper. Mais en 1949, il avait demandé une disponibilité à l'administration coloniale pour pouvoir s'occuper uniquement que de la question politique et de la formation des syndicats. Vous avez insisté, Jean Clognon, pour parler de quelque chose qui vous frappe. C'est le discours, le message de ce Ruben Oumniobé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message? D'abord, à propos de l'indépendance, il était très très clair. Il voulait l'indépendance et la réunification des deux Camerouns. Indépendance totale, parce qu'on nous proposait... Réunification d'abord. Voilà. Exactement. Et ce discours-là, comment on peut le transmettre aujourd'hui à un public plus large? C'était quoi le discours de Oumniobé? Quand on voit sa façon de faire, quand on voit comment il va d'un individu à l'autre pour apporter cet enseignement, on voit peut-être ici les premiers jalons posés de ce que moi je vais appeler le panafricanisme. Il voudrait, comme l'on le dit dans les pays africains, si chacun balayait sa cour, tout le village serait propre. Alors, il va ainsi, petit à petit, pour reprendre tout ce monde-là. Mais il fait une chose, ce qui est totalement différent de ce qui se produit aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on voit une élite qui va venir d'en haut pour apporter au bas peuple ce qui doit se faire. Le bas peuple, bien souvent ignorant de tout cela. Oumniobé, comme nous le dit notre ami ici à table, Oumniobé va partir de la base. Il va informer chacun sur ses droits, sur ses devoirs, et c'est ainsi qu'il voudrait faire un Cameroun qui, peut-être, à l'arrivée de l'indépendance, serait un Cameroun où les citoyens sauraient tout sur tout. Archip Yepmou, Oumniobé n'était pas seul. Il faut peut-être rendre hommage à ses compagnons nommément. Et peut-être ça pesantir un peu sur le rôle de quelques-uns d'entre eux. Oui, le principal, donc, le docteur Félix Moumié, évidemment, qui va prendre qui était déjà de son vivant président secrétaire général. Non, président de l'UPC, puis ensuite va exercer de manière putative, si on peut dire, les fonctions de secrétaire général à la mort de Oumniobé. Ernest Ouandié, dont on a parlé la fois dernière, et qui était le général, enfin, la personne qui a mené la lutte armée en pays bamileke pendant les 12 années qui ont suivi la mort de Oumniobé à peu près. Une constellation évidemment de militants et de l'UPC, parce que ce qui est frappant chez Oumniobé, justement, c'était sa capacité d'organisateur politique et sa capacité finalement de structuration d'un mouvement politique. Quand il est devant l'ONU, ce fameux 4 septembre 1952, et qu'il
expose ce qu'est l'UPC, il dit ceci, il dit l'UPC est un mouvement d'organisation des masses en vue de l'obtention de leur émancipation. Donc ce qui signifie que Oumniobé, c'est un organisateur. Et aussi, pour dire que finalement, toutes ces personnes à la tête des comités locaux de l'UPC, à la tête des services de communication de l'UPC, à la tête des services même d'information, étaient le fruit de l'organisation méthodique de Oumniobé. Vous parlez de Moumié, on va parler d'Osende Afana, décédé en 1966 aussi, et de Moumié, Osende Afana et d'autres, Abel Kingé. Abel Kingé. En fait, c'est une espèce d'élite intellectuelle finalement, parce que certains ont été très cultivés, certains d'entre eux, ou très instruits, et ce sont eux qui vont en quelque sorte engager le débat au sein de l'UPC. Ce sont ces nouvelles têtes de l'UPC qui vont engager le débat sur la stratégie entre le pacifisme prôné par Oumniobé jusqu'au bout et la volonté de prendre les armes. Oui. C'est bien ce qui va se passer. Absolument. Oumniobé est un non-violent radical. Il ne croit pas à la possibilité de gagner la guerre contre l'empire colonial par les armes. Il le répète souvent. Il répète souvent que finalement la guerre par les armes, on l'a déjà menée. On l'a menée, les Camerounais l'ont menée en participant à l'effort de guerre contre les fascistes, qui eux étaient des impérialistes, ont participé en envoyant des hommes dans la fameuse B2 du général Leclerc qui est allé combattre dans le nord de l'Afrique. Donc les Camerounais, pour Oumniobé, ont déjà payé le tribut par les armes. Il est pour, comme vous disiez au départ, la légalité. Il s'appuie sur la charte de l'Atlantique, qui magnifie le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur la charte de l'ONU, l'article 73, il est pour l'utilisation des moyens légaux du régime des tutelles que la France ne respecte pas, parce que, comme vous disiez, elle a une pratique politique au Cameroun qui l'assimile finalement à sa pratique politique dans ses autres colonies, alors que le Cameroun n'est pas vraiment une de ses colonies. Donc il est pour gagner la bataille avec les idées, sans les armes. Alors Jacques Koroma, comment s'effectuaient concrètement ces échanges entre le mouvement national camerounais et les autres mouvements africains au travers de la Guinée, de Sékou Touré, syndicaliste lui aussi? Il faut dire une chose, que lorsque les Africains ont commencé à aspirer à l'indépendance, la CGT a joué un grand rôle. Tous les syndicalistes africains venaient en stage en France. Est-ce que la CGT... Oui. Vous allez continuer, mais petite parenthèse, est-ce que la CGT venait par philanthropie ou alors simplement venait plaquer dans les colonies un combat qui se déroulait en France même? Alors, l'histoire de la France le prouve. Hein, les communistes ont joué un grand rôle dans la victoire de la France face au nazisme. Et lorsqu'ils se sont aperçus des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont dit à leur libération qu'il fallait, comme on le disait un évangéliste, il fallait aller prêcher la bonne nouvelle un peu partout. C'est un combat contre le capitalisme ou contre le colonialisme? Non, un combat contre le colonialisme. Et ils vont être accusés pour parler d'histoire de France, après aussi d'autres choses. Voilà, un combat contre le capitalisme, mais en même temps, c'est surtout contre le colonialisme dans nos différents pays. Et c'est ce qui a fait que la CGT, qui était très proche du communisme, va, par exemple pour la Guinée, envoyer des syndicalistes. Au Cameroun, le cas était tout le contraire. Les syndicalistes venaient en France et c'est Mais à l'intérieur de l'Afrique, comment s'effectuaient les échanges entre les différentes résistances? Alors, à l'intérieur de l'Afrique, le grand baobab qui couvrait toutes ces relations, c'est le RDA. C'est le RDA, Rassemblement démocratique. Le Rassemblement démocratique africain qui était dirigé par Houphouët-Boigny et dont Oumniobé deviendra l'un des vice-présidents. Donc, ce rassemblement va permettre aux différents leaders des différentes colonies d'avoir des échanges. Houphouët-Boigny qui, lui, va prendre un autre chemin. Oui, ça c'est une autre histoire. Mais et à chaque stage en France, ces différents syndicats échangeaient des cartes de visite, et ils échangeaient, ils maintenaient des liens. Et c'est comme ça que Ngombé sera invité au premier congrès du RDA, alors qu'au Cameroun, il n'était pas suffisamment connu comme activiste.
il sera invité, il se présentera comme le représentant authentique de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Jean-Claude Nion, par rapport à ce contexte de résistance au Cameroun, on raconte beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes. Évidemment, c'était sanglant et chacun a vu autour de lui des choses atroces. Quelquefois, les témoignages personnels peuvent aussi enrichir l'histoire. Est-ce que vous avez le souvenir, si vous avez été dans ce Cameroun-là, de choses qui vous ont marqué dans cette résistance? On va par exemple dans la région Babimbi, qui a été très touchée. Et dans cette région, on oublie très souvent de citer deux résistants qui sont Makande Pout et Yetna Leba. Yetna Leba qui fut le dernier à être mis à mort. Dans cette région Babimbi, on a pris des gens de partout, on les a déplacés, on les a mis de l'autre côté de la Sanaga, donc dans un village créé pour cela, où on les surveillait nuit et jour, c'était Sombengue. Alors, de Sombengue, ils traversaient juste en pirogue pour venir se soigner ici. C'est ainsi que certains s'échappaient pour aller bien plus loin. Pendant de nombreuses années, pendant de très nombreuses années dans cette région, des gens ont vécu le martyre. Aujourd'hui encore, des chants qui sont devenus des chants populaires chantent ce que les femmes chantent, ce qu'elles ont subi des militaires, dont des viols et d'autres choses encore. Quand on est dans cette région et quand on y pense, j'en parlais dernièrement avec une femme très âgée qui, à un moment donné, s'est arrêtée. Elle avait envie de pleurer. J'ai arrêté. Je n'ai plus parlé. On va voir une carte du Cameroun. Archib Yemou, la résistance camerounaise s'est concentrée, c'est vrai, dans la Sanaga maritime et à l'ouest du Cameroun. Oui, hein. Mais tout le reste du pays, en tout cas tout le reste sud du pays, était très touché aussi. Oui, il faut, en fait, pour bien comprendre finalement le noyau de la résistance, il faut voir, la carte n'est plus là, en tout cas il faut voir le fameux croissant fertile en fait, qui part du nord de Fumban jusqu'au nord-est de Yaoundé, qui est cet endroit... Voilà, on a la carte. Voilà, ce croissant fertile avec à son centre Douala, qui est l'endroit qui achemine les matières... les matières premières vers l'océan. Et donc dans cette région-là, pourquoi est-ce que dans cette région-là vont s'allumer des foyers de résistance? C'est parce que ce sont les régions dans lesquelles sont pratiqués le fameux régime des prestations, qui signifie tout simplement travail forcé. En gros, vous aviez, après, qui a perduré d'ailleurs, après que Unyembe décriait longuement dans ses lettres, dans ses discours, même à l'ONU, il en a parlé, qui était quoi en fait? Qui était, l'administration coloniale disait, vous avez 10 jours par an de travail gratuit pour l'administration et les 355 jours restants, vous travaillez pour vous, mais attention, il y a un impôt que vous devez payer qui est plus ou moins égal au travail que vous faites. Donc finalement, il y avait un système de travail forcé. Et ces populations, et pourquoi aussi est-ce que la région Bassa est l'une dans laquelle va s'allumer le foyer, c'est parce que, contrairement aux deux autres régions qui sont la région du sud, qui sont plus agricoles, le cacao notamment en région Beti-Boulou et le café en région Bamileke, c'est la région qui produit quoi? La main-d'œuvre, la matière première humaine, en fait. Les chemins de fer, le chemin de fer Douala-Yaoundé qui va d'abord passer par Edea, parce que déjà à l'époque, il y a le projet de la fameuse Alucam, va employer la matière première humaine, donc des gens qui sont au Pays Bassa, qui n'est pas très développé, qui fournit surtout des hommes. Je parlais tout à l'heure du régime de portage, les routes, etc. Donc il va y avoir un corvéage de ces populations et Unyembe va grandir, comme vous disiez. Est-ce que le Nord, il y a quelques soubresauts? Alors, à l'Est, on sait qu'il y en a eu. Absolument. Je connais les témoignages de certains qui étaient en... Justement, la question du Nord Cameroun est aussi intéressante parce que le Nord est ne fait pas partie finalement du croissant fertile. Il est coupé parce que, le chemin de fer s'arrête au départ à Nkongsamba. Plus tard, il va aller jusqu'à Ngaoundéré, mais le Nord n'est pas relié. Il n'y avait pas encore le pipeline. Voilà, il n'y avait pas. Il n'y avait pas le pipeline qui vient du Tchad. Mais en tout cas, le Nord est assez fermé politiquement. Mais ceci n'empêche pas que les lamidos
du Nord Cameroun sont sensibles plus ou moins au message et que la question, ils peuvent aussi être touchés par la question de l'émancipation du Cameroun parce qu'il y a aussi peut-être... Ils ont été plus touchés à la Première Guerre mondiale avec le clivage contre les Allemands, les nazis et tout ça. Mais d'ailleurs, c'est aussi intéressant sur la question de la, comment dirais-je, la question politique, la question de la représentativité politique parce que les élections, par exemple, une des différences entre Oumyobé et Ahmed Sékou Touré, et une différence de taille, c'est que Oumyobé n'a jamais été un élu, soit à l'Assemblée territoriale, soit à l'Assemblée nationale, comme l'a été Sékou Touré. Parce que déjà au Cameroun, il y avait, c'est pour ça que je disais que c'était un endroit stratégique dès le départ. Et ils ont envoyé les pires, Roland Pré, Mesmer. Et on ne laissait absolument pas le parti indépendantiste. Monseigneur Graffin. Gagner le moindre siège à une assemblée. Il y avait... D'abord, non, il faut le dire, c'est pas parce qu'il n'a jamais gagné, mais on ne lui a jamais permis de se présenter. Son parti a été dissous. Ils ont fait pied et main pour la reconnaissance. Et même avant ça, les élections, par exemple, comment est-ce qu'un type comme Amadou Ahidjo, il entre en politique? On est en 1947, il est un fonctionnaire des PDD dans le nord du Cameroun, et il y a un agent d'administration qui vient le voir, qui dit, il a 23 ans, il dit, un agent d'administration, il dit, toi t'es bien, est-ce que tu veux pas être représentant à l'Assemblée territoriale? Et il le présente et il raconte comment il a bourré, tout le monde a voté pour lui, il a bourré les urnes. Et ce sont des pratiques qui vont être ensuite dénoncées par Oumyobé. Déjà, on truquait les élections entre 1947, lors de la première élection. Là, c'était pas les Camerounais qui le faisaient. Voilà, déjà, l'administration, des choses assez... Même Maurice Delaunay, qui fut plus tard ambassadeur au Gabon de la France et qui, à l'époque, était un membre éminent de l'armée coloniale, raconte comment il truquait les élections. Le rôle de l'Église, important. Il est fondamental, à mon avis, parce que... Bon, J'insiste sur Monseigneur Graffin, du côté du Collège Vogt, on se souvient encore de lui. Enfin, sur les hauteurs de Yaoundé, les personnes âgées se souviennent encore de lui. Je pense dans l'Église, il y a des personnes de bonne volonté. Enfin, il y a certainement des personnes qui veulent un peu l'émancipation, qui a un regard très paternaliste. Lui, Paul Joula, qui finalement était le grand, d'abord le Missi de Minici de l'Empire colonial au Cameroun, qui a été sur plusieurs gouvernements de la 4e République, que ce soit celui de Cueil, dans 3 ou 4 gouvernements de la 4e République, il a été ministre d'Outre-mer. Donc ce personnage, il est central parce que c'est lui qui va, qui va choisir tout d'abord les personnes qui vont compter dans la future administration camerounaise. Oui, vous voulez dire? Et ainsi donc... Pardon, dans cette région, Babimbi, on parlait du rôle de l'Église. On installe un prêtre qui s'appelle Courtecuisse. Courtecuisse, c'est son nom, et on va voir que sa cuisse s'avérera bien plus courte là-bas encore. C'est que ce prêtre, il a une particularité. Toute femme qui doit aller en mariage, elle doit aller suivre les conseils de l'Église, prendre toute cette connaissance, et ça dure. C'est pas des choses d'une semaine ou deux, c'est des choses de parfois 1 an. Alors le fiancé doit attendre sa femme qui est là-bas avec les bonnes sœurs, on voit ce que ça fait. Et puis ce Courtecuisse, c'est lui, comme le disent les Bassa, va empoisonner le grand chef Mahop Mambom dans des hosties. Il va trouver la mort, et puis c'est ainsi que un de ses maris spoliés va lui faire la fête. On ne peut pas dire ça autrement. Il mourra ainsi dans cette région Babimbi parce que, ayant pris la femme d'un... Pour conclure sur notre côté international, est-ce qu'il a abordé rapidement, il y avait des singularités quand même dans tous ces mouvements, même s'il y avait des échanges? Alors, les singularités, d'abord du côté de Ngombe. Il n'a pas été comme les autres leaders, comme Nkrumah, ni Julius Nyerere, qui ont été aux universités africaines, occidentales. Lui, c'est un homme qui s'est fait du tiroir, dans le tiroir, qui était très attaché à ça. Ça, c'est un élément important. Mais son charisme a fait de sorte qu'il a surclassé les Félix Moumir. Quand il s'est réfugié dans la forêt, les Wendier, Moumier se sont exilés à Kumba. Ils se sont réfugiés à Kumba. Donc, au plan international, il a acquis ses relations à partir, comme j'insiste là-dessus, à partir du RDA.
Donc, ces ramifications, et surtout avec la Guinée, Sékou Touré, le panafricanisme était devenu le grand conseiller, le grand rempart, et la croix de transmission entre Yombe et Sékou Touré, c'était Félix Moumié. Vous avez écrit un livre, on arrive dans les derniers temps de cette émission, on va faire un tour de parole rapide, et au titre qui pourrait inspirer cette émission, reviendras-tu? C'est un livre qui parle de quoi très sommairement? C'est comme si on s'adressait finalement aux héros dont nous parlons ce soir, Jean-Claude. Oumiobe, on a toujours dit, d'ailleurs on dit dans la région Bassa qu'Oumiobe n'est pas mort, qu'il reviendra et de quelle manière. C'est pourtant pas de lui qu'il est question ici. Reviendras-tu? On pourrait penser que ce soit une histoire d'amour, c'en est une, mais une histoire d'amour d'un jeune garçon qui ne va pas à l'étranger, qui reste dans son pays. Histoire d'amour pour sa culture, pour sa tradition et aussi pour une certaine mystérieuse... Vous parlez du caractère un peu... mystérieux, mystique de Oumiobe. Un tract de l'administration coloniale après sa mort était assez évocateur à ce sujet qui disait « Le Dieu qui s'était trompé est mort ». Vous voyez, il y avait pour le colonisateur, peut-être il est mort, mais pour l'homme Bassa, pour le Camerounais, Oumiobe n'est jamais mort. Reviendras-tu? Je pose la question à Archipel. Absolument. Remember Ruben, le célèbre roman de Mongobetti, est fondamental parce que finalement, en dépit de la chape de plomb et de la dalle de béton qu'on a déversée sur son corps après sa mort, son esprit subsiste et il a traversé les époques. Aujourd'hui, énormément de jeunes, énormément de personnes sont curieux, d'autant plus qu'il a été rayé à un moment de la mémoire collective, mais que la puissance de son esprit, entre guillemets, a fait qu'il traverse... Nous sommes en direct, il nous reste quelques secondes. Il traverse les décennies. Reviendra-t-il, Jacques Romain? Reviendra-t-il? La preuve est que ce soir, nous en parlons. Et que ce n'est pas que des Camerounais qui en parlent, c'est l'Afrique unie. Et c'est ce désir qu'il avait animé que nous autres, nous devons en tout cas ressusciter, si le mot est encore fort, pour que l'Afrique garde toujours en mémoire et fasse vivre davantage ces grands héros tels que... Que vive l'Afrique, que vive l'Afrique. Il y a un Camerounais qui est plutôt un représentant éminent du Cameroun qui en parle avec des mots très très forts. C'est Achille Mbembe qui, le mieux, a écrit sur Niobe. Allez chercher tout ce que Achille Mbembe a écrit. Il incarnait le potentiel insurrectionnel du Cameroun. Immortel. Bonsoir. Rendez-vous dans 15 jours pour l'invité de l'histoire sur Télé Sud.